Bonjour et bienvenue dans mon podcast Plus Plus Si. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, Plus Plus Si est un podcast dédié au développement personnel avec une préférence pour les types de personnalités, mais pas que. Je suis Franck Julien, formateur et coach depuis plus de 20 ans. J'ai créé un modèle de personnalité en 2005 qui s'appelle Comme Colors, basé sur 6 types de personnalités représentés par des couleurs. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comecolors.com et me retrouver sur les réseaux YouTube, TikTok et Instagram avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce 3e épisode et je vais aujourd'hui vous parler d'analyse transactionnelle. Donc si vous découvrez le développement personnel, il existe plein d'approches et l'analyse transactionnelle est une de ces approches. Alors pourquoi l'AT et pourquoi Alors l'AT, analyse transactionnelle, donc les gens qui se forment à l'analyse transactionnelle parlent beaucoup d'AT, c'est quand même plus simple à dire. Donc pourquoi l'AT? Parce que c'est ce que j'ai découvert en premier et qui m'a évidemment beaucoup marqué, comme souvent les premières découvertes. Je ne vais pas expliquer en profondeur chaque concept car c'est un modèle très riche et j'aurai l'occasion de faire des épisodes sur certains concepts en particulier parce qu'évidemment en me penchant sur l'analyse transactionnelle, je me suis dit waouh, il y a plein de choses à faire, plein de choses à expliquer, vraiment sympa. Donc, dans un premier temps, dans cet épisode, je vais expliquer rapidement l'origine de l'analyse transactionnelle. Ensuite, je vais vous faire une présentation de certains concepts pour que vous puissiez vous faire une idée de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que l'analyse transactionnelle. Et ensuite, je vais vous expliquer ce que cela peut apporter à chacun, montrer un cas concret pour que vous puissiez voir ce que ça peut changer dans la vie. Et puis évidemment, je finirai en vous racontant ce qui m'a donné envie de me former à l'AT. Alors, si je commence aussi par l'AT, c'est parce que c'est un domaine que je connais bien. Moi, j'ai découvert l'AT quand j'avais autour de 15-16 ans. Et j'ai démarré une psychothérapie quand j'avais 19 ans, avec un psy qui utilisait l'AT comme approche principale. Et puis j'ai surtout participé à des séances de thérapie de groupe. Alors je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais probablement dans le prochain épisode. Et puis il y a, en 2010-2011, j'ai suivi un cursus, ce qu'on appelle le 101, un cursus de 10 jours, réparti sur 6 mois, où là, on va beaucoup plus en profondeur pour comprendre et commencer à utiliser de façon plus, on va dire, professionnelle, le mot est un peu fort, mais des concepts de l'analyse transactionnelle. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'analyse transactionnelle? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est l'analyse des transactions entre les gens. Ça a été créé par Eric Berne. Alors, Eric Berne, il voulait être psychanalyste. Et en fait, il a raté 2 fois l'examen pour devenir psychanalyste parce qu'il n'arrivait pas à rester dans les cases, il n'arrivait pas à respecter le protocole imposé parce que lui, il innovait, il avait d'autres idées, d'autres façons de traiter ce sujet. Et donc, du coup, au bout d'un moment, il s'est dit, j'en ai assez, je vais créer mon propre modèle. Comme ça, je vais pouvoir déployer ce que moi, je pense être le plus intéressant. Et c'est comme ça qu'il a créé l'analyse transactionnelle. Mais alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on est quand même dans un domaine qui est issu de la psychanalyse. D'accord? Donc même si c'est pas pareil, la base sur laquelle s'est appuyé Eric Berne, c'est quand même la psychanalyse de Freud. Et tout comme Freud, aucun concept de l'analyse transactionnelle, je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui, mais aucun n'a fait l'objet d'une validation psychométrique. Donc là, je vous invite à revoir l'épisode numéro 2, donc l'épisode précédent, où j'explique ce que c'est que la psychométrie. Et donc, en quelques mots, c'est quand même le moyen de vérifier que les concepts qui sont présentés ont fait l'objet d'une validation, c'est-à-dire qu'on a réussi à mesurer qu'effectivement, les gens, les personnes le percevaient clairement et que ce n'était pas juste une idée. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur ça, j'ai fait un épisode entier là-dessus. Et donc, Eric Berne, a observé plein de choses, des comportements qu'il a nommés, mais rien ne dit que les conclusions qu'il tire sur ces observations sont justes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous observez quelqu'un avoir un comportement, le comportement que vous observez est bien juste, mais l'interprétation que vous donnez n'est qu'une interprétation tant qu'on n'a pas pu mesurer avec la psychométrie que c'était bien ça qu'on était en train d'observer. Voilà, je referme la parenthèse.
Et donc, ceci dit, il y a quand même une chose qui est cohérente par rapport à l'analyse transactionnelle, c'est qu'il ne fait pas remplir de questionnaire pour définir les comportements de quelqu'un. Donc, s'il faisait remplir un questionnaire pour dire, bah voilà, vous avez tel et tel comportement, alors là, effectivement, sans psychométrie, on serait vraiment dans quelque chose de très farfelu. Mais en AT, donc les concepts sont des repères, pas un cadre rigide. Donc, j'expliquerai ça un peu plus en détail dans le prochain épisode et je vous parlerai probablement des scénarios qui est un des concepts de l'analyse transactionnelle. Alors, pour revenir à Eric Berne, eh bien, Eric Berne dit qu'on ne doit pas pouvoir parler d'un patient ou d'un client ou d'un sujet, je ne sais pas comment on peut le nommer, entre psychothérapeutes, qu'on ne pourrait pas dire au patient lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il se dit, si ce qu'on est en train de partager entre praticiens, donc psychothérapeutes, si on ne peut pas le dire au patient, alors on n'a pas à en parler. On doit pouvoir tout partager. Et donc du coup, pour Eric Berne, ce qui est très important, c'est de rendre le sujet le plus engagé possible, le plus moteur possible dans sa psychothérapie. En gros, plus on l'implique dans le processus, et plus il va pouvoir changer. Et en tout cas, régler les problèmes qui le dérangent. Donc, un des principes de l'analyse transactionnelle, c'est que le psychothérapeute partage tout son savoir. Et ça, c'est quand même une énorme différence avec la psychanalyse. Ça veut dire que, donc moi, par exemple, quand j'étais en psychothérapie, eh ben le psychothérapeute qui dit, bah, tu vois, le problème auquel tu es confronté, voilà comment on pourrait l'expliquer. Et il sort son feutre, le paperboard, et il fait un schéma, et il explique la théorie sur laquelle il s'appuie pour en arriver à cette conclusion. Et donc, du coup, il rend la personne qui fait sa psychothérapie beaucoup plus compétente sur le sujet, puisqu'en fait, il lui donne les clés d'analyse que lui-même utilise en tant que psychothérapeute. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert l'AT. Puisque ma mère a démarré une psychothérapie quand j'avais 15-16 ans, et donc elle s'est mise à nous expliquer, à détailler et à expliciter les relations qu'on avait entre nous en utilisant les concepts de l'analyse transactionnelle. Alors, allons faire un petit tour justement sur ça, parce que c'est toujours intéressant de savoir comment on a découvert un concept. Vous-même, quand vous avez découvert, j'imagine, d'autres concepts qui existent, parce qu'il y en a quand même beaucoup, eh bien à chaque fois, c'est comment j'y suis arrivé. Et très très souvent, c'est quand même une histoire de relation. Donc moi, c'est ma mère qui décide, quand elle avait une quarantaine d'années, peut-être un peu plus, de reprendre des études de sciences de l'éducation. Elle était institutrice et elle se dit « Ah, ça serait quand même une super idée ». Enfin, elle avait envie d'aller un peu plus loin. Je pense qu'elle avait dans l'idée aussi de reprendre un travail, parce qu'elle était femme au foyer. Et donc voilà, elle décide de faire ça. Et donc bien sûr, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle choisit l'université de Vincennes, qui à l'époque est quand même étiquetée révolutionnaire. C'est là où il se passe plein de trucs hors cadre. On est à la fin des années 70 et elle découvre qu'il y a des cours sur un nouveau thème qui vient des États-Unis, qui s'appelle l'analyse transactionnelle. Il faut savoir que ma mère est toujours avant-gardiste, c'est-à-dire que moi, quand j'arrive au monde en 1963, mes parents sont déjà végétariens. On mange bio à la maison et c'est vrai que ça avait un impact puisqu'on était pratiquement jamais malade, mais quand on était quand même malade, eh bien on était soigné à l'homéopathie. Donc si vous remettez ça dans les années 60, c'est quand même très particulier, très novateur, on va dire. Et donc du coup, c'est pour ça qu'elle est atterrée par l'analyse transactionnelle, parce que c'est nouveau, parce qu'on ne connaît pas, parce que ça vient juste d'arriver en France. Donc c'est vraiment le moment où l'analyse transactionnelle débarque en France. Et une fois qu'elle est initiée à l'analyse transactionnelle, donc en suivant ses cours à l'université, elle décide de faire une psychothérapie en AT. Donc elle fait ce qu'on appelle, elle parlait beaucoup de ça, elle fait des week-ends marathons. Alors ça, c'était le grand truc à l'époque, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais les thérapeutes se faisaient des week-ends avec plusieurs patients. Et en fait, les thérapeutes se relayaient pour que les stagiaires dorment le moins possible, de manière à ce que les défenses tombent et que les participants puissent travailler leurs problématiques beaucoup plus en profondeur. Moi, je trouve ça un peu fort. Je sais pas forcément, je pense que j'aurais jamais fait ça, c'était pas mon truc. Mais elle adorait ça. Et alors, est-ce qu'il y a une cause d'effet, une cause à effet ? Mais en tout cas, à la suite de ça, ou en tout cas en même temps, mes parents vont divorcer.
Mes 2 frères, quand le même âge à peu près que moi, décident de rester vivre avec mon père. Moi, je pars vivre chez ma grand-mère et mes 3 petits frères et sœurs, eux, vont vivre avec ma mère qui déménage du coup dans un appartement. Et donc pour moi, le moyen de voir ma mère, c'est d'aller déjeuner ou d'aller dîner chez elle. Et c'est au cours de ces repas que je découvre l'analyse transactionnelle, puisque c'est à ce moment-là qu'elle se met à nous parler de ce qu'elle a découvert, de ce qu'elle a appris, etc. Alors, maintenant que j'ai fait une petite introduction un peu théorique, j'espère pas trop longue, sur ce que c'est que, voilà, comment j'ai découvert la thé et comment ça marche, ben non, plutôt, je vais vous expliquer maintenant comment ça marche. C'est-à-dire, pas tout évidemment, mais certaines choses. Donc, sans en rentrer dans un trop grand niveau de détail, voici quelques clés de compréhension pour savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme analyse transactionnelle. Alors, la base de l'analyse transactionnelle, ce sont les états du moi. Alors, les états du moi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, Eric Berne décompose l'individu en 3 grandes parties. Le parent, l'adulte et l'enfant. C'est-à-dire, le parent, c'est la partie de nous qui a 2 parents. D'ailleurs, il y a un parent normatif et un parent nourricier. On décompose le parent en 2. Le parent nourricier, c'est celui qui prend soin de l'autre, c'est celui qui cajole, c'est celui qui nourrit, c'est celui qui protège. Voilà. Et puis le parent normatif, c'est celui qui rappelle la règle, c'est celui qui dit ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Et ça, c'est une partie de nous. Nous avons en nous cette partie. Et puis nous avons l'adulte. L'adulte, c'est la partie de nous qui pense de façon rationnelle, qui veut les faits, qui veut comprendre, qui veut analyser. Et puis nous avons ensuite l'enfant. Et dans l'enfant, eh bien, on va avoir plusieurs parties. D'abord, on va séparer l'enfant en 2 parties, l'enfant libre et l'enfant adapté. Donc l'enfant libre, c'est nous quand on joue, on s'amuse, on fait ce qu'on a réellement envie de faire sans se poser de questions. Et l'enfant adapté, eh bien, c'est la partie de nous qui s'adapte finalement aux contraintes. Et dans cet enfant adapté, on va avoir 2 parties, qui est la partie de l'enfant adapté soumis, donc celui qui se résigne d'une certaine manière, et puis on a l'enfant adapté rebelle qui dit je fais ce que je veux et laissez-moi tranquille. Voilà. Et donc du coup, une fois qu'on a ça, eh bien vous, moi, tout le monde, on a ces 3 parties en nous, et on a plus ou moins une partie parent développée ou pas, un adulte plus ou moins développé ou pas, ou un enfant libre ou adapté plus ou moins développé. Moi, par exemple, quand j'ai fait ma psychothérapie, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais un adulte très, voire trop développé. C'est-à-dire que tout passait par l'analyse, par le côté très rationnel. Et du coup, j'étais pas forcément très en contact avec mes émotions, donc avec la partie enfant. Donc c'était un point fort, parce que ça m'a permis d'avoir une pensée rationnelle, hyper claire. Donc par exemple, quand vous m'entendez analyser tout ça, je suis très dans l'adulte, on va dire. Mais c'est aussi un défaut parce qu'évidemment, ça me coupait en gros d'une partie enfant que j'aurais pu plus développer. Alors, pour que je puisse vous expliquer, évidemment, l'intérêt de l'analyse transactionnelle, une fois qu'on a dit ça, c'est que ça va permettre d'analyser les transactions qu'on va avoir avec les autres. Puisque quand on va interagir avec les autres, eh bien, on va être, nous, dans un état du moi et l'autre dans un autre. Okay. Donc, je vais vous prendre un petit exemple que j'ai préparé là pour que vous compreniez bien. Je vais vous prendre l'exemple d'une personne qui est dans sa partie parent et qui parle à une autre personne qui est elle aussi dans sa partie parent. Et par exemple, on va partir de l'idée que c'est ce qui m'est arrivé dans ma rue là, récemment, c'est que en fait, il y a de plus en plus de monde qui habite dans la rue et que ça commence à poser des vrais problèmes de circulation. Et donc, il y a une des personnes qui dit à l'autre, la mairie a enfin fini par mettre des ralentisseurs. Et l'autre, qui est lui aussi dans sa partie parent, répond, il était temps. Donc on est sur ce qu'il faut faire, on est sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, sur les normes, sur le respect. Donc, vous voyez, c'est ça l'histoire de la partie parent. Si maintenant on reprend la même situation, mais avec 2 personnes qui sont dans leur partie adulte, le premier va pouvoir dire par exemple... La vitesse des voitures était trop élevée dans cette rue avec des enfants en bas âge. Et l'autre va répondre, je vais regarder si les ralentisseurs ont un impact sur la vitesse réelle des voitures. En gros, je vais mener mon enquête et je vais voir si effectivement ça fait bouger les choses de façon factuelle. Donc là, on est sur un échange, comme vous pouvez le voir, sur des niveaux de logique, avec un échange d'informations, quand on est entre 2 personnes qui sont dans la partie adulte. Maintenant, imaginons toujours cet échange, mais avec des personnes qui sont dans la partie enfant.
Et quand je dis enfant, partie enfant, ça peut être des personnes adultes qui parlent, hein, d'accord? Mais quand elles parlent depuis leur partie enfant. Et il y en a une qui peut dire « Ouh là là, les voitures roulaient vraiment trop vite dans cette rue !» Et l'autre qui répond « J'aimerais voir la tête des conducteurs quand ils vont voir les panneaux et les ralentisseurs. » L'échange se fait maintenant au niveau de l'émotion. La joie, la tristesse, la peur, la colère, d'accord? L'enfant, ça va être vraiment ce niveau-là, niveau d'interaction. Donc vous voyez que on va pouvoir commencer à décrypter ce qui se passe entre des personnes en regardant depuis quel état du moi ils parlent. Mais évidemment, ce qui va commencer à être vraiment intéressant, c'est quand les personnes se parlent entre des états du moi différents. Donc reprenons notre histoire de voiture. Je vais prendre un autre exemple maintenant pour illustrer ça. Et on va voir les différentes réactions possibles avec quelqu'un qui part du parent. Alors j'aurais pu prendre un autre état du moi, hein, mais on va dire que la personne parle depuis son état parent à une autre personne. Donc là, on va reprendre la même chose, parent. Donc une personne dit à l'autre « Ah, ta voiture est une véritable poubelle ». Et l'autre répond, dans sa partie parent, « Oui, tu as raison. D'ailleurs, j'ai horreur de ça. Il est grand temps que j'aille nettoyer de fond en comble. » Voilà, on est vraiment sur 2 dimensions identiques. Maintenant, imaginons, toujours pareil, hein, la personne parle de sa partie parent et l'autre répond dans l'adulte. Pardon. Ta voiture est une véritable poubelle. Et l'autre répond, j'ai programmé de m'occuper de nettoyer ma voiture mercredi à 17h, car mercredi après-midi, je dois emprunter le chemin qui mène au stade et qui est très boueux, et en plus les enfants auront les chaussures toutes sales. Donc là, on est sur une partie parent qui dit ta voiture est une véritable poubelle, et on a une réponse complètement dans l'adulte, avec une analyse et une explication rationnelle. Alors on continue, cette fois-ci c'est le parent qui s'adresse et la personne qui répond est dans l'enfant. Et on recommence toujours la même chose, ta voiture est une véritable poubelle. Dans l'enfant libre, on a la réponse suivante. T'as vu, la boue, ça fait des jolis dessins sur le côté droit. On dirait un décor de savane avec une sorte de girafe sur l'aile arrière. T'as vu? Voilà, ça c'est l'enfant libre qui répond. Maintenant, imaginons l'enfant rebelle qui répond. Dis donc, c'est ma voiture, je fais ce que je veux avec. Et puis maintenant, on va parler l'enfant soumis qui répond toujours à la même interrogation, la même affirmation plutôt, ta voiture est une véritable poubelle. Et l'enfant soumis répond, oh, je suis désolé. Donc vous voyez que, je ne sais pas si ça vous a parlé, vous avez pu entendre les différences, mais en gros, on est vraiment sur quelqu'un qui propose de parler dans le parent, et puis l'autre ne va pas forcément répondre dans la partie qui a été proposée. Mais quand on parle d'analyse transactionnelle, donc vous voyez que j'adore vous parler de ça parce que je trouve ça hyper intéressant de voir comment on peut décrypter les choses, comprendre depuis quel état du moi nous parlons et depuis quel état du moi nous répondons permet d'analyser les échanges avec les autres. Et une première question, c'est est-ce que la réponse est adéquate? Est-ce que la réponse que je fais correspond? Mais surtout, et ça c'est vraiment peut-être le plus important, est-ce que j'avais réellement envie de répondre ça? C'est-à-dire que quand je réponds, quand je réponds à quelqu'un qui me dit que ma voiture est une véritable poubelle, est-ce que la réponse que j'apporte, c'est la réponse que j'ai réellement envie d'apporter, ou est-ce que c'est une réponse un peu automatique que je fais? C'est-à-dire que quand ce que me propose l'autre ne me convient pas, qu'est-ce que je peux faire pour changer la relation? Est-ce que je peux faire quelque chose, et si oui, quoi? C'est ça qui est intéressant. C'est là que l'analyse transactionnelle devient intéressante en disant, finalement, j'ai des habitudes, on me connaît d'une certaine manière, mais est-ce que j'ai envie de continuer ça? Est-ce que j'ai envie de proposer autre chose? Donc, quand quelqu'un me dit que ma voiture est une véritable poubelle, parce que vous avez pu entendre des gens dire ça de vous ou sur vous, est-ce que j'ai envie que quelqu'un vienne critiquer ma façon de gérer la propreté de ma voiture? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Mais se poser cette question, c'est déjà commencer à être conscient de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Et ça renvoie à la question de fond, c'est qu'est-ce que je veux, moi?
Donc je reviendrai un peu plus tard sur la question de l'objectif lorsque j'aborderai le processus de thérapie en analyse transactionnelle, parce que ça sera dans un autre épisode. Ça pourrait faire l'objet d'un véritable épisode à part entière, donc je ne vais pas creuser ça, mais c'est quand même hyper important de se dire qu'est-ce que je veux. Donc, si vous voulez changer le type de relation, admettons que ce soit ça que vous vouliez, voilà ce que vous pourriez faire. Parce que en analyse transactionnelle, quand notre interlocuteur est dans le parent ou dans l'enfant, et que ça n'est pas approprié, comme dans l'exemple que je viens de donner, alors la proposition qui est faite pour sortir de ça, c'est de revenir dans l'adulte et essayer de ramener l'autre dans l'adulte. Alors, évidemment que quand quelqu'un vous dit « ta voiture est une véritable poubelle », il n'est pas en train d'échanger de l'information, il est en train d'une certaine manière de vous critiquer ou de donner ce que lui il pense de ce que c'est qu'une voiture qui doit être bien tenue. Donc si vous n'avez pas envie que la personne continue à être dans ce registre-là, eh bien on va essayer de la ramener dans l'adulte. Et pour ça, eh bien on va nous-mêmes rentrer dans l'adulte. Donc voilà un exemple que je vous propose, il y en a plein hein, évidemment. Revenons sur toujours cette même personne qui dit « ta voiture est une véritable poubelle » et la personne qui a envie de revenir dans l'adulte répond « en quoi c'est un problème pour toi que ma voiture ne soit pas propre ?» Et vous voyez que je laisse un grand silence. Parce qu'une fois que vous avez dit ça, si vous voulez que la relation change, il faut se taire. Parce qu'il faut laisser à l'autre la possibilité d'un seul coup de voir et de prendre conscience de ce qu'il est en train de faire. Donc vous ne l'attaquez pas, mais vous le confrontez à ce qu'il est en train de vous dire pour de bon, quoi. En quoi c'est un problème pour toi que ma voiture ne soit pas propre? Et donc là, il ne peut plus être dans le jugement, il est obligé d'expliquer et d'expliciter pourquoi il est en train de raconter ça. Mais évidemment, lorsque ça fait des années que vous avez toujours répondu de la même manière à quelqu'un, que ce soit dans le parent, l'adulte ou l'enfant, et que vous lui répondez ça, ça peut provoquer une réaction de surprise, voire d'agressivité. Pourquoi ? Parce que l'autre, il ne comprend pas pourquoi vous changez l'habitude. Il était installé avec vous dans une certaine façon de faire, et d'un seul coup, vous changez. Vous lui proposez autre chose. Et donc, ça l'oblige à bouger. Puisqu'une certaine manière, en analyse transactionnelle, on va dire que vous arrêtez de jouer avec cette personne. C'est-à-dire que vous arrêtez de lui renvoyer la balle. C'est-à-dire que vous arrêtez d'entretenir une relation complémentaire. Complémentaire dans le sens, on se renvoie toujours les mêmes façons de parler. C'est évidemment complètement inconscient, d'accord ? Mais en gros, l'autre démarre toujours avec des phrases de ce type, hein, ta voiture est une véritable poubelle, et vous répondez toujours à peu près la même chose. En tout cas, vous vous positionnez toujours à peu près de la même façon. Donc quand vous allez modifier ça parce que vous allez répondre autrement, eh bien évidemment, ça va provoquer un changement, et les changements, peut-être on y reviendra, c'est toujours vécu par l'autre, enfin c'est souvent vécu par l'autre comme une agression. Et du coup, ils se mettent à être un peu irrités par votre comportement. Donc, modifier cette transaction, telle qu'on vient de le voir, va modifier votre état interne et modifier la relation. Vous allez quitter l'état du moi parent ou enfant pour être plus souvent dans l'adulte, et donc vous allez moins vous faire attraper dans ce genre de remarques. Et puis bien sûr, vous allez modifier la relation, car l'autre qui était dans le parent va devoir changer d'état du moi, hein, bien sûr, pour continuer à parler avec vous. Voilà, donc vous voyez, ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve ça passionnant, évidemment, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'on peut agir sur la relation, on peut faire bouger les choses, parce que on a compris ce qui se joue. On a compris quelle position prenait l'autre, quelle position prenait soi, et du coup, on peut agir dessus. Mais si ça vous convient, hein, je vais aller dans un niveau un petit peu plus subtil, parce qu'évidemment, là, je vous donne des grandes lignes un peu grandes, hein, des grosses cordes, on va dire. On va descendre sur quelque chose un peu plus fin, parce que y a des transactions qui sont plus subtiles. C'est-à-dire que la transaction qu'on voit en apparence n'est pas forcément réellement ce qui se passe entre les gens au niveau psychologique. On va appeler ça des transactions cachées. Je vais prendre un exemple très, très parlant, parce que ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Je suis rentré dans une concession de voitures Alfa Romeo, parce que je trouvais qu'ils avaient une gamme vraiment chouette, puis il y avait une voiture qui me plaisait beaucoup. Et puis le vendeur, j'arrive et je commence à lui demander quelques renseignements, et il me dit « Ah, mais ça c'est une voiture haut de gamme, mais tout le monde n'est pas les moyens de s'acheter une Alfa Romeo. » Donc, d'un point de vue, si on analyse juste ce qui est dit, on pourrait dire que la personne, le vendeur, quand il me parle, il est dans l'adulte. Au niveau social, la transaction est en apparence dans l'adulte, et il me parle à ma partie adulte. Mais au niveau psychologique, le vendeur parle depuis l'adulte, ça c'est clair,
mais il tente d'accrocher mon enfant. Il essaye de m'accrocher pour que j'ai une réaction d'enfant, pour essayer de m'attraper dans son système, quoi. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que quand quelqu'un vous propose ça, ce qu'on vient de voir juste avant, eh bien, on a toujours le choix de répondre comme on veut. Donc, on peut soit se faire accrocher et répondre « Ben, moi, j'ai les moyens de me l'acheter, je vous l'achète, votre voiture. » Et donc là, vous êtes fait attraper. Donc, il vous en parlait en adulte, mais il a essayé de toucher votre enfant, et votre enfant dit « Ouais, mais moi, je fais ce que je veux, et si j'ai envie de l'acheter, je l'achète. » Et puis, vous pouvez aussi répondre dans l'adulte en disant « effectivement, maintenant que vous me le dites, je me rends bien compte que je n'ai pas tout à fait les moyens pour cette voiture. Merci pour le renseignement, en tout cas. » Et vous quittez le magasin. Et donc, du coup, il ne vous a pas accroché. Vous voyez que c'est hyper intéressant donc, d'arriver à décrypter ce qui se passe, parce que du coup, vous allez pouvoir décrypter pas seulement ce qui se dit de façon objective, mais ce qui se passe aussi au niveau psychologique, et donc avec ce qu'on appelle des transactions cachées, c'est-à-dire il y a une différence entre ce qui est réellement dit, et puis ce qui est implicite, tout ce qui est sous-jacent. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut se faire attraper dans des réponses qui ne nous conviennent pas ? Par exemple, quelqu'un qui dirait « Mais moi, j'achète votre voiture alors que vous n'avez pas les moyens. » Ça vous est déjà arrivé. Pourquoi vous avez fait ça ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Je ne vais pas toutes les nommer, mais il y a de l'habitude. C'est-à-dire que vous avez pris l'habitude de répondre comme ça. Vous avez pris l'habitude de vous positionner comme ça. Et donc, du coup, vous répondez comme ça. Il y a également la reproduction de ce que vous avez vu quand vous étiez enfant. La manière dont les parents se parlaient. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez vu, par exemple, des gens être dans l'adulte, vous avez vu vos parents être plutôt dans le parent et dans l'enfant, vous avez vu... Et donc, vous avez une tendance à reproduire ce schéma-là sans en avoir conscience. Et puis, il y a le besoin de reconnaissance. C'est-à-dire ce qu'on appelle en analyse transactionnelle les strokes. Alors ça a été la grande découverte quand j'étais plus jeune sur les strokes. Les strokes, finalement, c'est... alors, Eric Berne appelle ça les appétits ou les faims ou les besoins psychologiques. Enfin, ça prend différents noms. Mais globalement, c'est comment obtenir de la reconnaissance de l'autre, qu'elle soit positive ou négative. Donc, dans le positif, c'est... on pourrait dire à quelqu'un, pour lui dire, par exemple, pour lui donner un stroke positif, on pourrait lui dire « je t'apprécie beaucoup » ou, par exemple, « ton travail est vraiment impeccable » ou bien « t'es un champion ». Voilà, ça c'est des strokes positifs. Et puis on peut également donner des strokes négatifs. Par exemple, dire à quelqu'un « mais t'es vraiment nul hein ». Ou bien « tu t'y prends comme un manche ». Mais qu'est-ce que tu peux être bête ? Voilà. Alors vous allez me dire, stroke, comment les strokes négatifs peuvent être finalement quelque chose de nourrissant ? Eh bien en fait, je ne vais pas rentrer dedans tout de suite parce que ce sera un peu compliqué à expliquer, je pense que ça vaudra le coup de faire un épisode complet. Mais lorsque nous n'avons pas suffisamment de stroke positifs, comme nous n'avons pas assez de reconnaissance positive, comme on ne peut pas se passer de cette reconnaissance, eh bien nous allons la chercher dans le négatif. Et là, l'analyse transactionnelle, elle est extraordinaire pour expliquer que la plupart du temps, on va se mettre à faire des jeux psychologiques. Alors, le terme est un peu compliqué, mais ce sont des moyens d'obtenir des strokes négatifs auprès des autres. Par exemple, vous allez avoir un comportement qui va attirer des reproches, ou bien vous allez laisser tomber une assiette maladroitement et on va vous dire « mais c'est pas possible, qu'est-ce que t'es nul ?» Ou bien avec votre voiture, vous reculez, paf, vous tapez dans un poteau, et puis vous avez un conjoint qui, comme par hasard, veut une voiture impeccable, c'est hyper important la voiture, et donc du coup, il va en faire tout un truc. Donc vous allez obtenir négativement, finalement, de l'attention. On va vous crier dessus, on va pas être content après vous, etc. Mais du coup, vous avez obtenu quelque chose plutôt que rien du tout. Et à ce titre, un des jeux psychologiques les plus forts qu'on a en analyse transactionnelle, c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique, avec le persécuteur, le sauveur et la victime. Mais j'aurai vraiment l'occasion de revenir également sur ce concept, parce qu'il peut faire vraiment un épisode à lui tout seul encore. Donc c'est très très riche l'analyse transactionnelle, donc je ne peux pas vous expliquer tout en un épisode, mais en tout cas, voilà, j'ouvre des portes sur de futurs épisodes qui vont pouvoir, j'espère, vous plaire. Mais pour revenir quand même à un petit truc intéressant, si vous avez envie d'en savoir plus sur les strokes et les jeux psychologiques, je vous conseille le livre pour enfants qui s'appelle Le conte chaud et doux des chauds doudous.
Voilà, si vous le trouvez ça à la Fnac, sur Amazon, ça c'est vraiment un livre. Alors c'est un livre pour enfants hein, avec des dessins, mais c'est hyper fort, c'est hyper simple et ça touche vraiment au cœur. Et mes enfants adoraient ce livre, et moi aussi d'ailleurs. Et je l'ai offert et conseillé à plein de gens. Et vraiment, à chaque fois, ils me disaient « Oh, c'est trop bien !» Parce que ça explique justement les échanges qu'on peut avoir au sein de la famille, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et donc, du coup, de voir qu'on a le choix entre se donner plutôt des caresses plutôt que des coups. Voilà. Mais c'est très, très bien écrit, c'est très agréable à lire. Donc, franchement, c'est un beau cadeau que vous pouvez faire pour Noël, par exemple. Voilà, c'est une très bonne idée. Donc, évidemment, je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'autres concepts en analyse transactionnelle et j'ai ouvert en fait plein de portes pendant cet épisode sur un certain nombre d'épisodes que je pourrais faire prochainement sur différents thèmes et c'est ce que je vais faire. Mais je voudrais conclure un peu cet épisode en revenant sur finalement quelques informations sur l'analyse transactionnelle et surtout ce qui m'a initié à moi-même m'engager sur cette voie. Parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on va se mettre à avancer. Et je vais revenir à ce que je vous disais au début de ce podcast sur ma mère, qui a donc commencé à suivre des cours avec Isabelle Crespel, qui a été l'une des pionnières en fait de l'analyse transactionnelle en France. C'est elle qui a donné des cours donc à l'université de Vincennes, et elle a participé à l'écriture du scénario d'un film qui s'appelle Oui mais, que je vous invite à regarder, ce qui est vraiment très sympa. C'est un film qui finalement traite de la relation en famille à travers les concepts de l'analyse transactionnelle. Et c'est Gérard Jugnot qui joue le rôle principal, et il joue le rôle du psy. Et comme en analyse transactionnelle, il se tourne vers la caméra et il se met à expliquer un certain nombre de concepts. C'est hyper bien fait. Et mes enfants, bien sûr, je leur ai montré quand ils étaient jeunes, puisqu'il y a une adolescente dans le film, et bien ils ont beaucoup aimé ce film, l'ont regardé plusieurs fois, et ils l'ont passé à leurs copains, qui eux-mêmes l'ont passé à des copains. Enfin, vraiment, ça les a beaucoup touchés. Donc vraiment, regardez ce film, il est très très chouette si vous voulez en savoir plus sur l'analyse transactionnelle. Mais il y a une autre personne dont je vais vous parler, c'est Giza Jaoui, qui a écrit plusieurs livres, mais en particulier Le Triple Moi. Alors le Triple Moi, c'était un livre qui était tout le temps dans la maison. Partout où j'étais, il y avait toujours le bouquin qui traînait quelque part. Et Giza Jaoui, en fait, donc ma mère a fait des séminaires avec elle, mais c'est également la mère d'Agnès Jaoui. Et Agnès Jaoui, vous savez, c'est cette actrice, mais qui a également écrit de nombreux scénarios et qui a été récompensée à plusieurs reprises pour la qualité de ses scénarios, qu'elle a souvent écrit avec Jean-Pierre Bacry d'ailleurs. Mais on comprend mieux la compétence d'Agnès Jaoui sur ces scénarios quand on comprend toute l'accumulation de connaissances qu'elle a eues et la compréhension qu'elle a eue des interactions entre les gens grâce effectivement aux choses qu'elle a dû entendre quand elle était enfant. Puisque quand j'étais jeune, on parlait analyse transactionnelle à la maison, eh bien j'imagine qu'elle a baigné dans ce même environnement et donc que ça a nourri son imagination et donné plein de repères pour pouvoir écrire des scénarios vraiment très puissants. Pour moi, un des films qui a le plus ou dans lequel on le voit plus, c'est l'impact de l'analyse transactionnelle, eh bien c'est Un air de famille. Voilà, si vous n'avez jamais vu ce film, regardez-le, c'est passionnant. Alors, elle n'explique pas, hein, c'est pas comme dans le film de Oui mais, c'est pas un film, éducatif. Mais alors, si vous avez commencé à comprendre ce qui se passe entre les gens et les différents états du moi et les jeux psychologiques entre les gens, c'est extraordinaire à voir et à décrypter. Mais je voudrais vous parler quand même de ce qui m'a le plus impressionné dans tout ça, parce qu'évidemment, si je me suis lancé dans l'analyse transactionnelle, c'est qu'il y a quand même une raison, c'est que j'ai vu ma mère changer. J'ai vu ma mère changer de comportement. Et c'est très impressionnant quand vous avez connu quelqu'un pendant de très nombreuses années, puisque 15-16 ans, c'est quand même pas rien, et que vous voyez finalement votre mère ou quelqu'un de proche de vous changer de comportement. Ses colères ont pratiquement disparu. Elle s'est mise à avoir des relations plus sereines avec les autres, mais également avec moi. Et finalement, je peux dire que j'ai vraiment assisté à une transformation. Et pour moi, c'est comme si ça avait ouvert un champ dans mon esprit en me disant « Waouh, en fait, on peut changer ». Et si un jour, et c'est vraiment ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que si un jour j'ai envie de changer, si un jour il y a quelque chose qui ne me convient pas à l'intérieur de moi, si un jour je me dis non, ça ne va pas, je ne me plais pas comme je suis, ou je ne me sens pas bien, eh bien je sais que je peux changer. Et ça, pour moi, ça a été une clé absolument géniale. Et donc, voilà, je voudrais
clôturer cet épisode sur ça, parce que vraiment, il y a toujours un déclencheur, et peut-être que vous-même, vous avez eu ce déclencheur de ou voir quelqu'un changer, ou lire un bouquin, ou avoir un témoignage de quelqu'un qui vous dit, en fait, on peut vivre sa vie autrement. On n'est pas obligé de continuer dans une sorte de routine négative où en fait on se sent pas bien, mais on ne sait pas quoi faire. Si, on peut changer. Alors, je vous parle de l'analyse transactionnelle aujourd'hui. Il n'y a pas que cette façon-là de changer, évidemment. Moi, je viens de partager, ma propre découverte sur ça. Et la semaine prochaine, dans le prochain épisode, je vous parlerai de ce que la psychothérapie, ce que j'ai découvert en psychothérapie. Alors, pas tout, évidemment, et puisque ça a permis de changer. Voilà. Donc, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Portez-vous bien, et puis on se donne rendez-vous à très vite.